France Maghreb 2. Le grand forum sur France Maghreb 2, on est là, ravis de vous retrouver. Nous sommes mardi le 24 septembre, jour de grève, mais on est tous là. Et ça fait plaisir. C'est pas la SNCF qui va nous empêcher d'arriver là. Eh bien oui, nous sommes là avec Abdeslam Itache, élu municipal Modem en région parisienne. Bonjour Abdeslam. Bonjour Christophe, bonjour aux auditeurs et auditrices. Dounia Tebaoui, infirmière cadre. Bonjour Dounia. Bonjour Christophe, bonjour les auditeurs auditrices. Dionor excellent, le futur excellent maire de Dieu-Villetaneuse. Bonjour Dionor. Bonjour Christophe, merci pour cette invitation. Bien sûr, je salue les auditrices et auditeurs de France Maghreb 2. Et Villetaneuse. Bien sûr, bah oui, Villetaneuse. D'ailleurs, j'en profite et apparemment les candidatures se font connaître. Ça y est. En effet. Oui. 3 candidates, la maire actuelle, oui, sortante, une autre candidate UDI et puis moi-même. Enfin, on sait pas trop ce qu'elle est. Pour l'instant, c'est pas trop. Voilà, c'est ça. On le saura. Oui, bien qui sûr. Vivra verra. Alors, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. On va parler dans cette émission de plein de choses. D'abord le zapping tout à l'heure, les infos zappées. Et puis on parlera évidemment de ce qui s'invite aujourd'hui dans les débats, la PMA. Vous savez tout ce que c'est la PMA, évidemment. Oui, voilà. Procréation médicalement assistée. Voilà, merci. On en parlera tout à l'heure parce que ça fait un peu polémique cette histoire. Et puis on va parler aussi tout à l'heure du quiz. Ah, le quiz. Bouriaki a gagné son quiz hier. Hein. Ouais. Oui, il te l'a dédicacé. Il te l'a dédicacé sa victoire, Abdeslam. Je sais pas pourquoi. Lui dédicacer celle-là. Là. Oula. Et il faudra quand même compter sur Dounia et sur Dionor qui risquent de te mettre un peu de... Hein ? Écoute, qui vivra verra. Bon, voilà. Et puis évidemment on va commencer par ce qui risque de s'inviter sur les plateaux télé la semaine prochaine, parce qu'on va en parler. C'est à l'Assemblée nationale que ça se passe. On va parler notamment du droit d'asile, de regroupement familial, de reconduite à la frontière, de aide médicale d'État. Macron fait-il diversion avec l'immigration ? C'est la question que l'on vous pose et vous répondez oui à 92% sur Facebook, 67% oui également sur Twitter, le grand forum FM2, Facebook, France Maghreb 2. Dionor, est-ce que le président français fait-il diversion avec ce sujet à l'Assemblée nationale ? Rappelons-le dans un débat sans vote. Oui, bon, aujourd'hui on sait qu'il veut réunir justement les parlementaires pour porter aussi ces débats. Après, il y a plusieurs choses qu'il faut voir. Je pense que son sondage dit vrai pour beaucoup de choses. On est dans de la stratégie électorale, moi je le pense clairement. Et aujourd'hui, le chef de l'État veut imposer ce terme dans le débat, et dans le débat aussi du quotidien. Pensez que la question sécuritaire, parce qu'il veut en faire un sujet régalien, moi je pense pas que sécurité, asile, immigration doivent être liés ensemble. C'est un sujet certes, mais aujourd'hui oui, on est dans une démarche d'une stratégie électorale, et puis c'est occuper un thème aussi que le Rassemblement national a beaucoup porté, qui fait un petit peu le fruit, merci Abdeslam, qui fait vraiment le fruit idéologique de ce parti. Il veut pas laisser la place aussi à la droite, qui semble vouloir émerger. Donc voilà, c'est une stratégie électorale qui permet de tout rafler, l'extrême droite, la droite traditionnelle, on peut dire, mais danger quand même de perdre aussi des soutiens, notamment des personnes de PS, parce qu'on sait très bien que Emmanuel Macron, on peut dire oui, il est libéral, il est à droite. En revanche, la République en marche, que je dis souvent, c'est un mélange de personnes venant de nulle part et d'ailleurs, de partout. C'est un fourre-tout un petit peu, où on retrouve des gens du PS, des gens de partout, des gens du centre, du sud, de l'ouest et de partout. Donc aujourd'hui, oui, c'est une stratégie électorale pour ma part, mais qu'est-ce qu'il va apporter de plus ? On le développera tout à l'heure. Alors, Abdeslam, est-ce que on peut d'ores et déjà penser à 2022 présidentielle ? Est-ce que Macron est pas en train de préparer finalement son second tour face à Marine Le Pen ? J'allais justement en venir à la question qui avait été posée sur Facebook et Twitter à la une du LGF. Débat à l'Assemblée nationale autour de la politique migratoire. Nouvelle diversion, point d'interrogation. Emmanuel Macron prépare-t-il déjà le présidentiel contre Marine Le Pen ? Oui. Diversion, non. Prépare-t-il l'élection présidentielle face à Marine Le Pen ? Oui. Et moi, pourquoi non à diversion, pardon ? Parce que je vais y répondre. Merci. Si ça n'est pas Emmanuel Macron, président de la République, qui en parle, ou si on n'en parle pas aujourd'hui, quand doit-on en parler ? Et qui doit en parler ? Est-ce que c'est un sujet qu'on doit absolument laisser au Front National ? De traiter des migrations, et quand je dis les migrations, c'est la part de chacun, en fait. La France a sa part, mais au niveau européen, la composition européenne a le devoir de prendre sa part. Mais ce débat-là,
on a quand même le droit de l'avoir ensemble et pouvoir discuter et échanger. Je pense qu'il n'y a pas de sujet tabou et qu'on peut en parler sans angle mort, se dire les choses. Donc, s'il doit en parler, justement, oui. Ensuite, la deuxième question, sur la présidentielle, évidemment qu'il prépare la présidentielle. On le voit très bien. Aujourd'hui, on a une droite qui est complètement moribonde. Et on a une gauche à côté qui est complètement explosée avec les dégâts qui ont été faits par Manuel Valls et François Hollande. Donc forcément, lui, il a le devoir de réussir face à Marine Le Pen. Oui, mais c'est quand même une diversion par rapport au sujet, la réforme des retraites, c'est un vrai sujet. Le climat. Non, je pense que la réforme des retraites, elle est évoquée, elle n'est pas éludée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des gens qui manifestent pour, d'abord pour un petit peu de pouvoir d'achat, mais aussi par rapport à un système de retraite. Ce que je veux juste dire, ces sujets-là, ils sont pas évités. Je dis seulement qu'il faut aborder tous les sujets. C'est tout. Je suis tout à fait d'accord avec Abdeslam. Moi, de tout ce que j'entends là depuis plusieurs jours, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a une sorte de police de la pensée en France et que le sujet de l'immigration, c'est un sujet qu'il faut mettre sous le tapis. C'est un sujet tabou, c'est un sujet qui fâche. Mais moi, je pense que déjà, Emmanuel Macron, c'est le président de la République, et il se doit d'aborder. Je trouve que le sujet de l'immigration, c'est un devoir, mais un droit et un devoir aussi en tant que président de la République de l'évoquer. Et comme disait Abdeslam, s'il ne l'aborde pas, il va laisser la porte grande ouverte à Marine Le Pen. Mais pourquoi en parler? Pourquoi maintenant? Et pourquoi dans un débat sans vote? Quelle utilité ça a, moi, j'ai un petit peu écouté ce qui se disait un petit peu dans les médias et dans des débats télévisés, etc. par rapport au sujet. Et c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui disait que l'immigration, c'est un petit pot pourri où on met tout à l'intérieur. Alors on parle de l'asile, on parle de l'immigration économique, on parle de la détresse humanitaire. C'est un petit pot pourri où je pense que lui a voulu faire éclaircir le sujet avec ses députés pour, je vous rappelle qu'il avait dit qu'il voulait mieux accueillir ceux qui prétendaient au droit à l'asile, ceux qui étaient éligibles au droit à l'asile. Il voulait faire en sorte de mieux les accueillir et faire en sorte qu'ils soient, mieux les accueillir dans de bonnes conditions et faire en sorte qu'ils puissent prétendre à ce au quoi ils ont droit. Donc il y a une démarche positive aussi. Il faut arrêter de voir de tout en noir, de le pointer du doigt et de le comparer aussi au FN, parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont comparé au FN. Moi, je suis d'accord avec, je m'aligne quand même assez avec ce que disait Abdeslam. Je trouve que c'est un sujet important, autant que la retraite et le pouvoir d'achat des Français, etc. Oui, mais il y a une loi asile, tu t'en souviens, il y a une loi asile, et cette loi asile-immigration, contre laquelle plusieurs députés même de l'REM avaient voté contre. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient que on reculait. Qu'on puisse, après on peut donner des éléments, oui, le fait de limiter les demandes d'arrivée, le fait aussi de les questions de prolongement aussi de la durée en détention. Je finis juste. Aujourd'hui, oui, ce qui pose ce sujet, c'est un sujet, mais aujourd'hui, il y a eu un recul sur ces questions qui était même reconnu par les députés de sa propre majorité, et poser la question de l'immigration, il n'y a rien d'original, ça a toujours été sujet à tout, avec chaque président, à chaque période surtout, et électorale, notamment à l'approche des élections présidentielles, parce qu'on est à l'approche d'une élection municipale où le président de la République, c'est très bien, après on sera en une présidentielle. Donc le sujet de l'immigration, c'est pour faire diversion, mais c'est aussi pour une stratégie électorale pour montrer qu'il n'y a pas que le Front National qui porte ce sujet, mais même si Emmanuel Macron porte ce sujet, ce qui est légitime, c'est le président, mais il n'est pas le seul à le porter, c'est un sujet qui fait l'actualité. On l'a vu avec l'Aquarius, on a vu sa position par rapport à l'Aquarius, donc voilà, là-dessus, il n'y a pas de... on découvre rien. Je me permets, mais d'après les sondages, quand tu disais que d'après les sondages, ça fait quand même partie des deux sujets qui préoccupent le plus les Français. L'immigration, je suis désolée, quand tu vois que parmi les demandeurs d'asile... Parce qu'on a posé la question. Alors les sondages, c'est pareil, ça dépend de la question qui est posée, l'échantillon. C'est orienté, parce que si on dit aux gens, est-ce que vous venez la soupe à la crème ou la soupe au chou, ils vont répondre par rapport à ça. Oui, bien sûr. Ce que je veux te dire, c'est que parmi ceux qui demandent le droit d'asile et ceux qui n'y sont pas éligibles, il faut savoir qu'il n'y a que 20 à 30% de reconduite dans leur pays d'origine. Ouais, tout à fait. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres, ils sont où en attendant? Ils font quoi? Les autres personnes, ils font leurs demandes, ils attendent. Ça veut dire tout simplement pour moi que la loi de la République n'est pas appliquée. Après, bien sûr, il faut mais toute loi, mais ça c'est pas valable que pour la loi asile-immigration. Là, sur ce sujet, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui,
attention, il faut pas que ça soit porté, et ce qu'on ressent, moi, ce que je ressens, c'est pas de l'anti-Macron, l'anti-truc, je ressens que ce sujet est porté pour faire face au Front National et pas pour apporter des solutions concrètes, et encore moins pour améliorer les conditions de demande d'asile et les personnes. Quand vous incarcérez, vous prolongez les durées d'incarcération des mineurs. Pour moi, c'est un recul humain. Bon, voilà, après, c'est des trucs comme ça. Mais je pense qu'on peut poser le sujet, mais apporter d'autres solutions qui sont plus humanitaires et plus... sans aucun tabou. Ouais, mais il n'y a pas de tabou là, on en parle depuis tout à l'heure, c'est pas un tabou. Et ça, c'est un fait. Aujourd'hui, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Ça, il faut tordre le cou à des idées reçues. Mais tout à fait. L'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Est-ce que nous ne sommes pas là aujourd'hui en train de débattre du sujet immigration? Et on le fait pas dans un but électoraliste. On le fait pour faire avancer, les pensées et les différents auditeurs. Mais pourquoi est-ce qu'on s'interdirait de traiter de ce sujet? Où est l'opportunité? On se pose des questions à Deslam. Oui. On se pose quand des questions. Pourquoi? Mais pourquoi Emmanuel Macron, on lui reprocherait justement? Moi, je reproche pas ça personnellement. Ce débat-là. Moi, je dis attention que ça soit pas traité sous le joug de faire peur et d'attiser justement un sujet qui peut truc. Parce que regardez, l'immigration en Allemagne, quand Angela Merkel décide d'accueillir plusieurs elle a été applaudie par Emmanuel Macron. Pourquoi? Parce que l'économie allemande a besoin de l'apport d'une immigration. Parce que c'est une population qui est vieillissante. À un moment donné, quand on regarde les taux de natalité, à un moment donné, ils font comment? Ils vont crever. Voilà, donc ils ont besoin d'immigration. J'ai une question pour Abdeslam. Elle est signée Patrick. Salut Patrick. Oui, bonjour Christophe, bonjour monsieur Abdeslam. J'ai une question pour vous monsieur Abdeslam. Vous n'arrêtez pas de parler d'immigrés, tatati, tatata. Mais regardez déjà, les gens qu'on ramène ici, on est déjà assez déjà. Pourquoi vous voulez encore ramener d'autres gens, sachant qu'il n'y a plus de travail en France, il n'y a plus rien à faire ici? Je comprends pas pourquoi vous êtes toujours là à dire qu'il faut ramener des gens ici. J'arrive pas à comprendre. Vous m'avez entendu dire qu'il fallait ramener des immigrés? Je sais pas, et peut-être dans une autre radio, dans une autre émission. Hein. Patrick te suit visiblement. Peut-être un sosie à la radio. Hein. Bon, merci Patrick. Bon, question. Patrick est mon ventriloque, donc il parle à ma place. Voilà, c'est ça. 01 40 33 9000 évidemment si vous voulez vous intervenir pour nous donner votre avis. Mais c'est vrai qu'on est quand même en droit légitime de se poser cette question. Pourquoi ce débat sans vote? Pourquoi l'Assemblée nationale et je crois d'ailleurs au Sénat aussi, on va parler de droit d'asile, d'immigration, de reconduite à la frontière, de l'aide médicale d'État. Je veux dire, les lois elles sont là, elles sont ce qu'elles sont, les chiffres sont là aussi. On peut dire, voilà. Je pense que, comme on disait tout à l'heure, c'est surtout pour pas laisser le sujet au Oui, donc c'est de la diversion, c'est pour essayer de préparer son second tour face à Marine Le Pen. Mais oui, mais attends, mais s'il en parle pas, Christophe, s'il en parle pas. Il laisse... On va lui reprocher de pas avoir... Déjà, on va lui reprocher. D'avoir mis la poussière sous le tapis. Mais on lui a jamais reproché... Il y a plein d'autres lois où on pourrait parler. Moi, je rappelle que le 10 septembre 2018, il y a une loi asile-immigration qui a été adoptée. En plus, beaucoup de députés, pour majorité, étaient contre. Cette loi, elle est applicable, qu'ils l'appliquent, tout simplement. Mais pourquoi remettre ce sujet un an après? C'est ça le truc. Mais je peux l'entendre. Non, mais que l'on traitera tout le temps. Non, mais on en reparlera. Admettons, parce qu'on en a parlé aujourd'hui. Dans 10 ans, on en parlera. Admettons, parce qu'on fait de la politique aussi. Assumons que oui, c'est un sujet parce qu'on est dans une démarche électorale. Mais moi, je préfère qu'on l'assume ainsi. J'ai dit tout à l'heure que c'était pas anodin, qu'il y avait certainement une histoire d'agenda. Voilà. En effet, Emmanuel Macron aujourd'hui, je l'ai dit. Mais il n'y a pas une nécessité de le faire. Je vous ai parlé d'une droite moribonde et d'une gauche qui est complètement éparpillée. Surtout l'immigration légale, qui fâche. C'est pas tellement l'immigration en elle-même, puisque l'immigration en elle-même, il y a des droits, il y a des voilà. C'est surtout l'immigration légale et j'allais dire un truc. Non, mais est-ce que vous saviez d'abord que la France est l'un des pays d'Europe qui a accueilli le moins de migrants ces 20 dernières années? Ça, faut le savoir. On a un solde migratoire qui est négatif. Donc il faut arrêter justement de faire passer des messages anxiogènes, laissant entendre qu'on sera envahi par des immigrés et ceci et cela. Faut arrêter. Ça c'est le message du RN, du Rassemblement National. Non, ils n'ont jamais incarné le Rassemblement. Oui, c'est le Front National. Bien sûr. Oui. Walid est avec nous, 01 40 33 9000. Il souhaite prendre part au débat. Salut Walid, bienvenue. Salut, merci. Bonjour à tout le monde. Bonjour Walid, on t'écoute. Bon, ce que je voulais dire, c'est que moi je pense que ce débat, il aurait même pas lieu d'être en fait. Parce que avant que le gouvernement français ne parle des migrants qui viennent, la première chose, c'est qu'ils arrêtent de soutenir les dictatures qui dirigent ces pays et surtout qu'ils arrêtent d'exploiter ces pays en fait. Parce que par exemple, si on prend le cas de l'Algérie, ils achètent le pétrole pour rien du tout, ils sont là, ils investissent, ils gagnent beaucoup d'argent, et ensuite quand il y a un migrant ou deux, ils sont là, ils se plaignent, cela.
Donc je pense qu'il devrait... Il a raison, Walid. Oui. C'est-à-dire chercher les causes aussi Oui, de C'est cette ça, immigration. ils nous ont colonisés, en fait, Bah oui. ça fait penser au mec bourré qui sort en soirée, qui finit avec une fille dans son lit et qui se réveille et qui sait pas qui c'est. Bah non, il y a une histoire, il y a une Vous en colonisation. avez de drôle, vous. Quel Donc problème. faut assumer... J'aime bien l'image. leurs actes, en fait. Non, mais, Oui. moi, Alors, est-ce que ce débat ne serait pas justement l'occasion de, peut-être pour De eux, l'aborder. entre eux, de revenir sur ces sujets-là le rapport de la France à l'Afrique. On peut pas. Bah, Mais- attendez, mais- attendez, on leur dit que, attendez, voilà, vous attendez, avez fait des ne choses soyons, qu'il fallait ne pas soyons faire, pas etc. naïfs, pardon, ne soyons pas naïfs quand même, la France est un gros vendeur à l'Arabie Saoudite D'armes, par exemple, mais oui. à l'Égypte, le dictateur Sisi est soutenu par la France, donc allez pas nous faire croire Exactement. que Le Macron a changé gouvernement quelque algérien chose qui dans était ce en place domaine. Juste avant, Ouais. les millions et les milliards de dollars qui fuient l'Algérie, qui partent en France, en Suisse, tout ça on en parle Oui, pas. ça c'est la fuite des capitaux. Merci Walid, en tout cas pour ton... Mais c'est intéressant ce que dit Walid parce que on parle de l'immigration mais on parle jamais de la cause, Oui. de la source du problème. Est-ce que vous pensez franchement autour de cette table, vous amis auditrices, auditeurs qui nous écoutez, que quelqu'un va quitter par plaisir son pays, sa famille pour venir toucher le RSA en France? Il faut juste arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. Enfin je pense, je veux pas... Dieu Nord, franchement. Est-ce que non, mais non, les gens ils viennent pas. Enfin, Non mais Pour parce que que les ça veut dire personnes- quoi? Ça veut dire que nous aussi, la France en particulier, a quand même encore aujourd'hui, même si elle n'est plus, elle ne colonise plus entre guillemets de pays, mais elle a toujours cet esprit de colonisateur Colonisateur, vis-à-vis d'un continent qu'on connaît bien, qui s'appelle l'Afrique. mais quand justement, même. mais l'économie même française a été bâtie sur l'exploitation des richesses minières. On Oui. le voit encore aujourd'hui, les grandes multinationales, mais on a Total. parlé de l'Algérie, Total ou autres qui exploitent ces minerais, ces ressources, et qu'on voit la misère, la pauvreté de ces peuples. C'est par là qu'il faudrait commencer. Si on veut pas que les gens viennent en flux massif, parce que c'est quoi cette immigration? C'est des gens qui fuient, oui, des systèmes dictatoriaux politiques, totalitaires. Ouais, C'est des des gens guerres. qui fuient des guerres, Ouais. des guerres que nous-mêmes nous À laquelle armons. nous Nous participons directement parce qu'on vend ces armes. C'est ça. Et l'autre aussi mensonge qu'on raconte souvent aux gens, c'est que les gens viendraient parce que ici la vie serait meilleure. Non, parce que les gens des fois n'ont pas le choix. Et attention, parce que là, si on ne prend pas en compte les enjeux climatiques à venir, c'est des millions de personnes qui vont encore migrer en Europe ou ailleurs pour des raisons climatiques. Donc si Ouais, c'est vrai. on ne prend pas à bras le corps ces questions à la source, et si on n'aide pas ces pays, ces régions, on peut dire ces continents à se développer parce qu'il y a une économie aussi où les gens viendraient même pas ici, je pense qu'on n'irait même plus chez eux. Oui, c'est normal que les gens ils viennent en France aussi parce qu'aussi il y a un lien historique. Les communautés d'Afrique subsaharienne ou le Maghreb, il y a une histoire commune avec la France, Bien sûr. ou cette immigration qu'on ne voudrait pas. Donc maintenant, moi je dis, il y a une loi qui a été votée en 2018, appliquée-la, même si on n'est pas d'accord sur tout, mais je ne pense pas que aujourd'hui la bataille contre le Front National consiste à rejaillir le truc de l'immigration, le débat sur l'immigration. C'est ce qui Mais se est-ce fait. que c'est dommage. Est-ce que ce débat, justement, ne serait pas l'occasion pour les députés d'en arriver justement à discuter de la source? Sur des causes. Ce que Donc disait on s'interdit Walid. d'aborder des sujets, Dieu non. Ah non, attention, Ah, je ne dis pas d'accord. ça. hein. Est-ce que- Non, Moi, il je n'a dis- jamais dit je ça. dis qu'on peut débattre, des choux, Il faut des débattre de carottes, de tout. l'immigration, des D'accord. poux, On de est tout ce qu'on d'accord. veut. Et on peut En revanche, ce que je dis, c'est que pourquoi ce débat sur l'immigration dans un contexte purement électoral? C'est pour faire face au Front National, pour montrer que Mais aujourd'hui oui, mais l'objectif c'est de... s'il en parle pas. Non mais c'est il va- électoraliste, c'est Mais pas oui, mais pour attends, changer attends. quoi que ce Bon, la soit. présidentielle c'est en C'est ça, en 2022, fait. il Oui, faudra mais en c'est parler maintenant, quoi en là. 2021? Mais il y a S'il en les parle- municipales. Oui, il y a- non mais D'accord. bien Oui, il y a sûr, les on parlait municipales pas- Je suis aussi, pas ouais. contre le fait de débattre. Si on me dit est-ce qu'il faut débattre de la... Oui, de tout, comme on peut débattre de tout. C'est des débats qu'il faut Voilà, avancer les mais choses. comme on peut débattre de Après tout. toi, de ce que je comprends, c'est pourquoi à ce moment Ah, t'es. oui, t'es momenté, il y a une loi qui vient d'être votée. Il y a un an, Dounia, il y a une loi qui a été votée, qui a fait beaucoup de bruit, qui s'appelle Bah oui, Asile Immigration, il y a un contexte proposée électoral. par Gérard Non mais Collomb. j'ai bien Voilà. compris. Non mais je suis Quelle est d'accord. l'utilité d'en parler un an plus Mais tard c'est si de- ce n'est c'est pas de laisser le électoraliste? Mais même sujet. dans 2 ans, il faudra en reparler. C'est pas de laisser le sujet à Marine Le Pen. Vous savez très bien que si il développe, il évoque pas le sujet avec les députés ou même dans les médias ou voilà, c'est Non, mais Marine. ça, non, mais c'est ça, Marine. je veux l'entendre, mais il faut l'assumer. Il faut dire, Non, mais voilà, je porte ce débat Non, il faut parce que je s'approprier veux le faire débat. face au... Ce sont des politiques. Voilà. Bon. On est Ali, d'accord. Ali est avec nous. Ali, allô, bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour Ali, bienvenue à toi Ali, on t'écoute. Moi, je rajoute, je suis sur la même ligne que l'auditeur précédent. Il y a une phrase qui résume tout. Quand on sème la colonisation, on récolte l'immigration. Mais malheureusement, l'Occident ne voit pas ça de face.
Et d'ailleurs, il y a, je crois, le colonel Kadhafi qui avait prévenu à l'époque. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit si un jour vous m'enlevez par la force, ce qui s'est passé, bah, vous aurez toute l'Afrique qui va débarquer à vos portes. Et c'est ce qui se passe. Exactement, on ne fait rien pour ça. On a semé la colonisation pendant des siècles. Maintenant, on est obligé de récolter l'immigration. Bon, merci Ali pour la... Voilà Christophe. À très bientôt. Mais pour reprendre ce que l'on disait tout à l'heure sur le fait que les gens ne viennent pas forcément sur le continent européen par gaieté de cœur, je vais vous prendre l'exemple d'un médecin syrien qui vivait très bien et qui du coup a fui la guerre avec femme et enfants, en laissant tout derrière lui, laissant une situation sociale qui est des meilleures, pour finir ici en France à toucher le RSA. Posez-lui la question s'il est ravi de toucher le RSA. Autre chose, la jungle qui était à Calais, la plupart des personnes qui étaient là-bas ne voulaient pas rester en France, ils voulaient monter en Angleterre. Donc faut arrêter de penser que les gens ont cette obsession de la France. Eh oui, non, faut arrêter. Bon, on arrête alors. Eh bien, on arrête l'instant de la pause. Et on se retrouve dans un instant, on poursuit le débat. Et je vois que ça passionne. 01 40 33 9000. Le zapping aussi à suivre. Les infos zappées, évidemment. Et on va parler de la PMA. Autre sujet qui s'invite aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, il va y avoir quelques changements. C'est un débat qui crée une certaine polémique. Pourquoi? Eh bien, on en reparlera tout à l'heure. Restez bien avec nous. Dounia Tebaoui, elle est avec nous ici entre deux mâles qui la laisse parler de temps en temps. C'est bien élégant de votre part. Monsieur Dionor Excellent et Abdestabitache qui sont ici présents sur France Maghreb 2 pour débattre. Parce que c'est ce qui se passe tous les jours et au quotidien de 16h à 18h sur France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le sujet immigration, on en parle ici sur France Maghreb 2. Il n'y a pas de raison qu'on en parle qu'à l'Assemblée nationale. Nous aussi, on a notre mot à dire à l'image de Dounia Tebaoui, cadre infirmière. Monsieur Abdeslamitache, élu Modem en région parisienne. Et Dionor Excellent. On ne sait pas trop comment le présenter si ce n'est lui souhaiter le prochain maire de Villetaneuse. Oui, si les habitants de Villetaneuse en décident ainsi, évidemment. Bien entendu. Bah évidemment. Avec vos appels aussi au 01 40 33 9000, le droit d'asile, la reconduite à la frontière, l'aide médicale d'État, tout cela, ça va être en discussion à l'Assemblée nationale dans une séance sans vote finalement. Alors on se pose la question, est-ce de la diversion, est-ce un moyen 2 ans avant les présidentielles pour Macron de préparer son second tour face à Le Pen où là il est quasi sûr d'être réélu? Eh bien on se pose des questions et les bonnes. On est là avec les auditrices, auditeurs, vous qui avez envie d'intervenir pour se faire 01 40 33 9000 à l'image de Ahmed qui nous appelle. Bonjour Ahmed. Oui, salam alaikum Christophe, bonjour mesdames et messieurs, présents sur le plateau. Alors moi je voulais revenir toujours concernant cette immigration. Et on est toujours confronté au même problème, et ce depuis maintenant, je dirais, plus d'un siècle ou un siècle et demi. C'est toujours la répartition des richesses. Cet impérialisme occidental qui s'est accaparé presque le reste du monde, et ce depuis maintenant plusieurs décennies, voire plusieurs siècles, s'est accaparé les terres, entre autres nous, les Africains et les gens des Sud ou subsahariens. Ils se sont accaparés ces pays-là, ils se sont accaparés leurs richesses, ils ont asservi leur peuple. Et aujourd'hui, il se plaindrait de recevoir justement ces populations qui sont démunies de tout, d'instruction, de richesse, je dirais même des conditions climatiques maintenant qui commencent à avoir un grand effet sur ces pays-là aussi. Si je reprends un petit peu aussi tous les pays qui ont été colonisés comme ceux du Maghreb, et moi qui suis originaire d'Algérie, il y a même des conséquences, même sur les essais nucléaires qui ont été faits aussi dans le Sahara algérien. Absolument. Donc, il y a une multitude de choses qui ont asservi les gens, qui les ont obligés à venir justement dans ce pays, voire même dans toute l'Europe. Mais on ne peut pas aujourd'hui s'offusquer de dire, on peut pas s'offusquer en disant ces gens-là viennent chez nous, viennent prendre le travail de nos enfants, de nos familles, et oublier tout ce qui s'est passé. Donc on revient toujours à la même chose, c'est que on essaie de persuader les gens que le problème c'est l'immigré qui vient de son pays, mais l'immigré il vient pas de son plein gré ou par envie ou seulement par bonheur, il vient par nécessité. Oui, c'est ce qu'on rappelle depuis tout à l'heure, Ahmed. Et voilà, et cette nécessité elle est due tout simplement au fait que la répartition des richesses dans le monde n'est pas faite comme il devrait se faire, même sur un plan local ou un plan national. Donc on revient toujours au même problème,
répartition. Merci Ahmed pour votre intervention. Changez de téléphone la prochaine fois. Hein, Mais pas de très bonne qualité, mais en tout cas merci pour votre intervention. Si je peux me Oui, permettre Dionor. oui, par rapport à ce que vient de dire Ahmed, je suis entièrement d'accord. Le vrai sujet, c'est quoi? Il y a un sujet qui n'est pas débattu, c'est la répartition de nos richesses. Aujourd'hui, qu'on calcule ce que c'est que la fraude fiscale en France, tous les experts en fiscalité s'accordent à dire c'est 80 milliards d'euros. Faisons un débat sur ces questions. Là, pour le coup, il y a de l'argent, 80 milliards d'euros, qui est le déficit même du budget de l'État. Et quand on nous parle des personnes qui viendraient profiter, parce que dans les propos de moi, j'ai pris quelques petits guillemets, je crois, quand Emmanuel Macron dit qu'il croit en notre droit d'asile, mais il est détourné de sa finalité, car des réseaux de gens qui manipulent, nous ne le regardons pas en face. Nous le subissons. Alors il parle des quartiers populaires. Oui, bien sûr. Il y a toujours des personnes qui vont détourner des dispositifs. On parle d'effets pervers même en politique publique. Il y a des personnes qui vont toujours détourner des aides, des choses. Mais le sujet aussi des mineurs isolés sur le territoire, on le sait. En Seine-Saint-Denis, on est le département où justement cette charge en termes de dispositifs fait exploser les budgets du département en termes de politique sociale. On est d'accord, oui, c'est un sujet. Il faut trouver des moyens de répartir justement l'asile des mineurs, les mineurs isolés sur le territoire. Il ne faut pas que ça soit sur un seul département. C'est la question aussi de tout sujet social. Mais aujourd'hui, il y a plein d'autres sujets où là il y a des enjeux de milliards. Il n'y a pas de débat sur ces sujets. Exactement. La fraude fiscale, il n'y a pas de débat. 80 milliards d'euros. Bon. Mais c'est pas que financier. Donc après, bien sûr. Non, mais ce n'est pas que financier. Justement, c'est pour dire que on veut pas que le Front National s'empare de ces sujets, donc on va le porter, mais en même temps, en pointant du doigt certaines catégories de notre société. Non, mais non, parce que depuis tout à l'heure, j'entends quoi? J'entends, on pointe du doigt, on le compare au Front National. Non, pas non, que de je n'ai pas dit non, je n'irai pas jusque-là. Non, je parle pas que de toi, je parle vraiment d'un tout, que ce soit des intervenants ou de ce qu'on entend dans les médias actuellement. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. On voit pas le côté positif dans ce sujet-là, c'est dingue. Dans ce sujet-là, on ne parle que du négatif. Il a aussi dit qu'il voulait débattre sur la façon dont on accueillait ceux qui prétendaient, qui étaient éligibles au droit à l'asile, ou ceux qui obtenaient des titres de séjour, comment mieux les accueillir, comment bien les accueillir, comment faire en sorte qu'ils puissent prétendre à leur droit. Mais ça, on le sait déjà. Répondu à ça. Mais ça, on le sait déjà. Il y a déjà des réponses à ça. Moi, je rebondis. On a déjà répondu à ça au travers de la loi asile immigration. Je rebondis sur un point que tu as évoqué et qui est assez ressemblant avec celui que j'ai employé. Tu disais, la Seine-Saint-Denis reçoit les mineurs isolés sur le territoire. Tout à fait. Et quand on compare la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, on se rend compte déjà de la disparité économique, l'assiette fiscale qui est pas du tout la même, où le département reçoit, pour reprendre le terme de Michel Rocard, toute la misère du monde, et à côté de ça des départements qui seraient exempts. Et de la même manière, il faut une redistribution et que chaque département prenne sa part. J'irai plus loin, et je l'ai dit tout à l'heure, que chaque pays prenne sa part. Voilà, que l'Europe des 27, c'est comme le logement social, c'est le même sujet. Totalement. Voilà, ceux qui n'ont pas leur quota de 25%, qu'ils le fassent. Je suis d'accord. Et Christophe, pour te répondre, je suis désolée, quand je parlais tout à l'heure, tu me réponds. Quand je parlais tout à l'heure de réfléchir à comment mieux les accueillir, ce que disent mes deux collègues là, c'est exactement ça. La disparité, ça fait partie aussi d'une façon de. C'est une injustice, la disparité. Nous accueillons, si vous le voulez bien, Youssef qui est avec nous. Je crois qu'il nous appelle de Drancy. Salut Youssef. Oui, c'est ça. Merci, bonjour. Bonjour Youssef. Là, je vous entends parler d'asile, de réfugiés, mais vous êtes déjà allé sur le terrain ou pas? Allez à Porte de la Chapelle ou la Goutte d'Or, c'est des Maliens, des Ivoiriens, des Algériens, des Marocains, des clandestins en fait. Hein. Oui, et alors quoi? Ils viennent de l'immigration économique, c'est pas de l'asile politique, comme j'entends parler là. Vous êtes déjà allé sur le terrain ou pas? Oui, on fait des maraudes. Bien que moi, tu sais, on fait des. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Il y a moi, je fais des maraudes aussi avec. Non, mais c'est ce qu'on dit. C'est ça. C'est des personnes qui fuient aussi des situations. Alors, Youssef vous demande, est-ce que vous trouvez normal que des gens rentrent comme ça sur le territoire sans papier? Voilà. C'est ce qu'on disait justement, c'est que la loi républicaine n'est pas appliquée. La loi républicaine n'est pas appliquée et ceux qui ne sont pas éligibles, que ce soit au droit à l'asile ou au titre, pour avoir un titre de séjour, enfin pour rester en France légalement, puisqu'il y a plusieurs façons de rester en France légalement. À ce moment-là, tout à l'heure j'évoquais 20 à 30% de reconduite à la frontière, 20 à 30% seulement. Donc quand comment il s'appelle l'intervenant? Youssef. Quand Youssef parle évoque Porte de la Chapelle, tous ceux qui sont à la Porte de la Chapelle, il
ils font partie de ceux qui ne sont pas reconduits à la frontière. Donc c'est justement l'occasion de ce débat-là que Macron a proposé pour savoir, mais justement aussi, qu'est-ce qu'on fait aussi de ces personnes-là, puisqu'on sait comment ils vivent. C'est pas du tout décent. Ils sont là, ils sont en train de mendier là sur tout le périph', leurs conditions de vie, d'hygiène, de sanitaire, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Oui, mais Dounia, pardon, mais ces gens-là, ils ne l'ont pas demandé. Je veux dire, ils n'ont pas demandé à faire. Je suis d'accord, mais à un moment donné, il faut appliquer les lois aussi, Christophe. On peut les reconduire à la frontière, comme on peut aussi mieux les accueillir. Non, on doit d'abord étudier. Sauf que on peut pas. On doit d'abord étudier leur concentrer à Porte de la Chapelle, bien sûr. C'est ça que je dis. Il y a des enfants. Oui, mais en gros, on n'a pas besoin d'un débat pour régler ces problèmes. D'abord, on a n'importe qui va contre ces gens, il voit qui sont les enfants, les priorités des personnes qui ont fait une démarche administrative, on traite le sujet et on répartit. On met les mineurs en prison. Voilà, on répartit ce problème. Mais d'accord avec moi qu'il y a des conditions. Il faut remplir des conditions. On répartit sur d'autres lieux. Mais c'est sûr, si on laisse toutes ces personnes se retrouver à un seul endroit dans un département en plus il y a beaucoup de difficultés, on les parque, c'est vraiment ça. Mais oui, ça donne une image négative et en plus ça renforce la stigmatisation. C'est sûr que le facho qui passe par Porte de la Chapelle ou Porte de Paris, bah oui, il va voter FN, de toute façon ça change rien, il aurait toujours voté FN. Donc après maintenant, nous, si on est des responsables politiques au niveau national, on dit quoi? Il y a une situation critique, on va la prendre à bras le corps, on va séparer les choses, traiter les choses de manière équitable, étudier cas par cas. Mais moi je pense que un débat pour ça ne changera rien, parce que une fois que le débat sera terminé, on retournera à Porte de la Chapelle, on tournera à Porte de Paris. Les choses n'auront pas changé. Ça n'aura pas changé. Ça n'aura pas changé. Donc voilà, maintenant il y a de l'argent. Récupérons 80 milliards d'euros de fraude fiscale. Faisons débat peut-être sur ça. Peut-être ça va faire certains rendre les sous et répartissons mieux nos richesses pour répartir. Voilà. Villetaneuse, c'est pareil. Hein. Notre taux de logement social, on paupérise ces villes, on paupérise ces territoires. On peut jamais, on s'en sortira jamais comme ça. Donc à un moment donné, il faut prendre les choses à bras le corps et apporter des vraies solutions, arrêter de débattre et de débattre sans cesse, quoi. Bon, bien que je sois pour le débat. On va pas arrêter de débattre, mon cher Dionor, parce que ici c'est l'ADN de cette émission qui s'appelle le Grand Forum. Informer, débattre et divertir. Voilà, exactement, bravo, il a bien appris sa leçon. En tout cas, ici c'est l'ADN de cette émission, le débat, informer, bien entendu, et proposer aux auditrices, auditeurs aussi, de prendre part au débat, parce qu'on n'écoute pas trop souvent le peuple dans la Macronie, je trouve, non? Vous trouvez pas? C'est dans tous les partis. Oui. C'est pas que dans la Macronie, c'est ça le truc. Bon, je rappelle la question du jour à laquelle vous répondez sur Facebook France Maghreb 2, sur Twitter le Grand Forum FM2. Question d'asile, de regroupement familial, de reconduite à la frontière. Au centre des débats, Macron fait-il diversion avec l'immigration? C'est la question que l'on vous pose. Prépare-t-il par ailleurs son deuxième tour pour 2022 pour les présidentielles, où là il est quasi sûr d'être réélu s'il tombe en tout cas face à Marine. Vous répondez et vous êtes 92% à dire oui sur Facebook France Maghreb 2, 68% sur Twitter le Grand Forum FM2. Vous continuez de voter évidemment. Nous on passe au zapping. Allô quoi. C'est comme si je te dis t'es une fille, t'as pas de cheveux. Par exemple dans ce collège à Creil, 3 jeunes filles musulmanes. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. C'est ça la République. Aujourd'hui, on a des branleuses à 12 ans qui vous donnent des leçons. Il y a des nègres américains qui étaient pour l'esclavage. Elles sont l'étendard du pouvoir religieux. Va dormir pendant au moins 24 heures. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? C'est ce que nous a dit Dounia en arrivant au studio. Voilà. Il dit ça tout le temps. Voilà. Alors, pour commencer ce zapping, eh bien, je vous propose d'aller du côté des grandes gueules d'RMC. Tiens, l'émission que vous écoutez tous, évidemment. Et hier, accrochage entre Gilles William Goldladen et Anas Kazib à propos du Black Bloc qui aurait touché l'arme d'un policier lors de la manifestation de samedi dernier. Écoutez cet échange, c'était très chaud, un peu de temps en temps, ce qui peut se passer aussi sur ce plateau, sauf que nous c'est beaucoup plus respectueux évidemment. Moi je connais aucun Black Bloc qui va se mettre devant un policier en faisant ça et en repartant, et même avec des lunettes de soleil, enfin quand on a un minimum, je sais pas. Il ressemblait plus à un Black Bloc qu'à un surfeur hawaïen quand même. Oui, non mais alors, il se met en sweat à capuche, je sais pas, moi je suis pas l'avocat de cette personne-là. Ah bah donc, quand même tu le défends bien. Bah, je trouve que tu défendais bien Servier. Oui. Et ce mec-là, ça tombe bien, j'étais son avocat. Et ben voilà. Donc comme quoi, ça c'est la plus belle. Donc comme quoi ta vision des choses, elle est partielle. Ça veut dire que t'es l'avocat des Black Blocs, c'est ça que t'es en train de nous dire. Non, je suis pas avocat des Black Blocs. Moi je le défends pas. Moi je le défends pas. Je dénonce le type par un hasard cosmique. Mais tu as défendu Servier, quelqu'un qui a tué des gens. Il y a des gens qui sont morts. Il y a des gens qui ont de l'hypertension artérielle. Donc
Donc c'est de l'argent. Donc moi je t'invite à excuse-moi, mais t'es vraiment incohérent. Oui, t'aimes pas le mot, mais t'es complètement incohérent. D'accord. C'est toi qui es incohérent d'un sujet à l'autre, Gilles William. D'accord. Tu as défendu. Tu as quelqu'un qui vient avec des preuves, un docteur qui vient avec des preuves sur un procès. Tu as défendu comme ça sous prétexte d'avoir un lien avec en tant que client. À un moment donné, je sais pas, il y a une personne. Quelqu'un m'a entendu défendre le Mediator ici. Existe la violence. Est-ce que quelqu'un m'a entendu défendre le Mediator ici? Oui. Oui. Eh ben merci pour ce oui. Ok. Oui. D'accord. Alors on revient. Heureusement que tu as pas défendu le Mediator. Mais il y a des gens qui défendent le Mediator, ça s'appelle des avocats, ils ont le droit de le faire, d'accord? Alors, on continue, mais je crois que t'as pas bien compris ce qu'était un avocat. Bon, maintenant, on reprend... Mais il n'y a pas d'avocat sur le tour de la table. On reprend le sujet. On te montre un type qui vient en contact avec les flics. Le jour d'une manifestation, Mais cela dit, le policier n'a pas avisé, n'a pas à mettre son arme en tir tendu. Si je peux aller jusqu'au bout. Non, mais il n'a pas à mettre son arme en tir tendu. Le jour d'une manifestation où on sait que les Black Blocs ont pourri la manif sur le climat. Quand même, faut le rappeler, hein. Et il vient en contact avec les flics, il touche à l'arme, et tu nous expliques que c'est la faute des commerçants qui vendent des trucs en noir. Mais j'y comprends rien. Non, mais quel rapport? J'ai dit, il est quand même. Enfin, tu justifies que cette personne-là se prenne un pain parce que il aurait le déguisement ou l'accoutrement d'un Black Bloc. Enfin, à un moment donné, on ne peut pas justifier. Non, il va en contact, il touche à l'arme du policier. C'est pas pareil. Mais les touristes, ils étaient habillés comme quoi. À un moment donné, tu ne veux pas voir la réalité. C'est-à-dire qu'on a des touristes qui ont pris du gaz en pleine gueule. Je renonce. Je viens à quelque chose. Je renonce. Stop. Je renonce. Donc il n'y a pas de touriste qui a pris du gaz dans la. Il n'y a pas de touriste qui a pris du gaz dans la gueule. Il va au contact, il touche à l'arme. Non mais tu nous parles de violence légale. Tu m'expliques qu'il fait du tourisme. Bon, c'est quoi il parle? Soyons sérieux 5 secondes. Chaos technique, Gun Laden. Voilà. Bon. C'était animé, vous voyez, sur le plateau, il n'y a pas que sur le grand France Maghreb 2 que. Très bon chroniqueur. Ouais, oui, absolument. Voilà. Bon, pas d'autres commentaires? Non. Ok, d'accord. Alors on passe à autre chose. Tiens, si je vous parle Anne Hidalgo, vous connaissez? Vous savez qu'elle est donnée favorite d'ailleurs dans les sondages. Ouais. Ah oui. Non, mais le maire en place est toujours a toujours la faveur des sondages. Toujours. Non, mais c'est parce qu'il y a eu la division aussi. Non, mais l'éphémère. Alors, on va parler de la saleté à Paris, puisque Paris est une ville sale, faut le dire, en tout cas dans quelques quartiers. Elle était l'invitée de France Inter, de la matinale, à propos donc de la saleté à Paris. Elle dénonce un problème d'éducation, Madame la maire. On a rajouté des effectifs partout. On a mis en place des équipes aussi d'urgence propreté. Il y a, et je le dis sur votre antenne, une application qui s'appelle Dans ma rue. Cette application gratuite permet aux Parisiens de photographier un endroit où il y a eu des encombrants, où les choses ne vont pas, de le signaler. Il y a une intervention immédiate. Les Parisiens qui font ce signalement sont alertés. Je pense qu'il faut maintenant, au-delà des moyens évidemment que la municipalité met en place, il faut que chaque citoyen se prenne aussi en charge et prenne soin de sa ville. On va pas mettre un éboueur derrière chaque Parisien. C'est un problème d'éducation. C'est un problème d'éducation. Vous prenez la comparaison avec les Japonais, avec Tokyo, absolument. Et vous dites, eux au moins ils sont bien éduqués. C'est un problème d'éducation. Et je pense qu'il faut tout reprendre à la base. L'éducation au respect. Le respect de l'autre, le respect de son environnement, le respect de l'endroit où on vit. Il faut reprendre cela. Alors on travaille beaucoup avec les écoles, on travaille énormément parce que je pense que les enfants sont très sensibles aussi à cette question de la propreté. On travaille à l'échelle des quartiers parce que c'est vraiment dans le micro-local qu'il faut agir. Donc je ne suis pas satisfaite évidemment de la situation, même si on a rajouté des corbeilles qui sont des corbeilles qui permettent de contenir un peu mieux les Donc que chaque les Parisien fasse sa part du il faut projet. que chacun fasse sa part et d'ailleurs du chemin. Que chacun soit volontaire, c'est-à-dire aller sur cette application, signaler et devenir une communauté de Parisiens volontaires pour que nos rues soient propres. Voilà, le projet de Madame la maire de Paris, qu'est-ce que vous en pensez, vous Dionor, future maire de Villetaneuse? Oui, merci Christophe de m'interroger sur ce sujet, parce que c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler sérieusement, parce qu'on a ces problématiques aussi de ville sale. Alors, deux choses, soit parce qu'il n'y a pas suffisamment d'agents, quand elle dit on peut pas mettre un agent derrière, ou un éboueur, pardon, ou je dirais plus un agent, parce que les gens sont pas éboueurs. Un agent de la propreté derrière chaque citoyen, c'est vrai, on ne peut pas. En revanche, oui, il y a un travail de
rééducation. Je parlais même de rééducation des personnes qui puissent respecter leur environnement, leur cadre de vie. Et là-dessus, je pense que c'est quelque chose qu'il faut... Donc tu partages l'avis de Madame le maire? L'avis de mettre en place des dispositifs et qu'il faut que les gens se responsabilisent, on doit être éco-responsable. On doit être responsable de son environnement, responsable pas que devant chez soi. Il n'y a pas que ce qui se passe à l'intérieur de chez soi qui nous concerne. Et bien souvent, les gens ignorent que leur environnement aussi fait que, ça crée aussi un bien-être de vie. Vous savez, le problème d'attractivité aussi qu'on a sur nos territoires, pourquoi les gens ne veulent pas venir habiter à Villetaneuse? On le sait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que c'est une ville qui ne permet pas d'avoir un cadre de vie agréable, au-delà des services publics dont la personne ne pourra pas disposer de qualité, et c'est très bien qu'il va arriver dans un cadre de vie. T'as un bel exemple, t'as qu'à faire du balkanisme, tu vas voir, ça marche. Non, pas forcément. Moi, tu peux juste te retrouver en dos là à un moment. Moi je pense qu'en responsabilisant les gens, en disant la vérité aux gens, travaillant avec les jeunes, les écoles, dès la maternelle, ils prennent les parents, mais pas faire une action coup de poing genre ville propre, non, c'est tous les jours, dans le quotidien, dans le programme scolaire, dans tout qu'il faut sensibiliser et ça marche. Et la propreté c'est souvent mis au niveau numéro 1 dans l'axe, quand on demande aux habitants d'une ville quel est les sujets qui vous préoccupent, ça arrive souvent en numéro 1 avec la sécurité, la propreté, souvent, très très souvent. Oui. Surtout pour les villes sales. Oui, alors. Pour les villes sales. Justement, est-ce que tu partages l'avis de Madame la maire, Monsieur Abdeslamitache, sur le problème d'éducation, elle parle bien d'un problème d'éducation. Alors Anne Hidalgo, j'ai l'impression qu'elle a inventé l'eau chaude, ou alors elle a commencé la politique il y a quelques années. Non mais là tu fais de la politique. Il y a très peu d'années, non mais je vais te répondre. Mais je vais répondre à ta question. D'abord, être dans la co-concertation, la co-construction avec les habitants, mais c'est le devoir de tout élu local que nous sommes et que il faut justement éveiller les consciences, travailler sur les générations suivantes, leur expliquer tout ça et travailler avec les citoyens. Aujourd'hui, au bout de 5 ans et demi en tant que maire, elle découvre ça. Non mais laisse-moi rire. Et avant ça, elle était première adjointe au maire de Bertrand Delanoë et ça, elle ne le savait pas. Donc c'est incroyable quand même. Elle découvre aujourd'hui. Non, elle découvre pas. Elle a même mis en place une application, comme elle a dit, pour que les gens puissent signaler. Alors cette application, je vais dire une chose, Guillaume. Cette application, toutes les villes, enfin un grand nombre de villes l'ont déjà créée avec une géolocalisation où tu prends en photo complètement. Villetaneuse, on l'a pas encore fait. On l'a pas fait. Je te donnerai des villes, il n'y a aucun problème. Où justement tu prends en photo le détritus, il est géolocalisé et à ce moment-là, l'équipe passe le récupérer. Ensuite, la réactivité n'est pas toujours bonne. Si tant est qu'il y a une équipe. Voilà, c'est qu'il y a une équipe. Parce que parfois il y a personne. Non, mais ce que je veux juste te dire, moi ce qui m'étonne chez Anne Hidalgo qui aujourd'hui met sa cape verte et qui justement est sensible à l'environnement, bizarrement juste après le Clean Day Challenge, pour moi, ça n'est que de l'opportunisme. Comme si elle n'avait pas découvert, je suis désolé, mais à la mairie de Paris, il y a des conseils citoyens, il y a des conseils de quartier, il y a une prise de conscience collective de la part des concitoyens avec des associations qui travaillent sur l'environnement ou autre. Et aujourd'hui, elle nous dit, mais il faut expliquer aux gamins tout ça, il faut vraiment travailler sur toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu as fait pendant 6 ans, j'ai envie de lui dire, cocotte? Cocotte, non mais pourquoi c'est familiarité avec Madame Hidalgo? Mon avis sur la question, c'est que à partir du moment où la commune, elle met en place plusieurs dispositifs pour contribuer à la propreté de la ville. Non, par contre, là, je suis d'accord avec elle. L'éducation, la sensibilisation, on est éco-responsable. Mais je suis d'accord avec elle. C'est ça qui est fou. Bah oui, mais t'arrives pas à le dire. Non, mais je suis d'accord avec elle. Mais alors c'est quoi le problème? Sauf qu'il fait de la politique. Voilà. Parce qu'elle s'appelle Hidalgo, il n'aime pas Socialiste. Pas Madame Hidalgo, maire de Paris. Voilà, c'est tout. À un moment donné, il faut responsabiliser les gens. Et si on peut le faire le plus tôt possible dans les écoles, eh ben faisons-le dans les écoles et ce sera que du plus et la ville ne s'en portera que mieux. Enfin, moi je veux dire, si on passe pas par l'éducation, comment on fait? Sauf que elle a été en exercice et que tout ça elle l'a pas fait. Oui, alors, on peut pas dire tout ça, elle l'a pas fait. Moi je la défends pas. Il faut évaluer ce qui a été fait. Oui, alors, est-ce qu'elle a été justement, au fur et à mesure de son mandat, est-ce qu'elle n'a pas été de plus en plus interpellée? Est-ce qu'il n'y a pas eu des cas majeurs? Elle a été gênée. Non, mais est-ce qu'il y a eu des cas majeurs? Elle n'a pas tous les pouvoirs. Donc il faut mettre un autre maire qui aura tous les pouvoirs. Donc il fait de la politique. On met qui à Paris? Abdeslamitache. Villani. Voilà. Ouais, mais Villani n'a aucune chance. Abdeslam, tu le sais bien. Voilà. Je vous propose un plateau TV ce soir avec chips, thé à la menthe et puis après le plus c'est vous qui voyez ce que vous voulez faire de votre soirée. Devant France 2 ce soir,
puisqu'il y a l'excellent magazine Cache Investigation présenté par Élise Lucet qui va s'intéresser à l'ubérisation de la société. Entre autres, écoutez cet extrait en avant-première sur France Maghreb 2. Écoutez ce qui va être diffusé ce soir, c'est hallucinant. Franck avait 19 ans et la vie devant lui. Il a été fauché par un poids lourd en janvier, près de Bordeaux, pendant qu'il faisait une livraison pour Uber Eats. En suivant le cortège qui lui rend hommage, on ne peut pas s'empêcher de remarquer la grande affiche publicitaire juste derrière. Il est au milieu. Là. J'aime bien cette là. Où ils sont tous les trois. Le lendemain des funérailles, nous retrouvons la famille de Franck. Jusqu'au jour de l'accident, ses parents ignoraient pour qui il travaillait. Franck, il m'avait juste dit qu'il faisait des livraisons de nourriture à vélo. Donc je lui demandais tout le temps s'il était prudent, s'il faisait attention, et il me rassurait que oui. J'ai pas eu le temps de vraiment de réaliser ce que c'était, ce genre de métier, non. Non. Pour moi, je l'ai vu content d'exercer une activité de... Voilà. C'est après le drame que la famille se renseigne et découvre le système Uber. Le fait de pousser des adolescents comme ça à leur faire miroiter qu'ils peuvent aisément gagner de l'argent en très peu de temps en y allant à fond, on est quand même sur la voie publique. Franck a-t-il suivi ne serait-ce que quelques formations? Je ne le pense pas. Voilà, c'est vous venez, on vous donne un vélo et puis allez-y quoi. Voilà, c'est édifiant hein. Ce soir, dans l'extrait de Cache Investigation. Finalement, c'est un peu dans le monde dans lequel on est, et surtout, bon, pour pas faire de procès d'intention, mais c'est le monde que prône Macron, ça. Oh là là. Mais non, mais je n'invente rien, pardon. Mais il faudrait 2 heures, vraiment. Mais non, mais comment ça, il faudrait 2 heures? D'abord, c'est pas Uber Eats qui a tué ce malheureux gamin. Il y a toujours eu de la livraison à domicile. Mais c'est pas ça, on va pas faire un procès de la livraison à domicile. C'est qu'on fait croire à des gamins qu'ils peuvent gagner de l'argent très vite sans être formés. C'est pas possible. Il y a d'autres métiers où on fait croire à des gamins qu'on peut gagner de l'argent. Comme le Uber, tu viens taxi, tu fais Uber, on te fait croire que tu vas gagner 5 000 € par mois. C'est pas vrai. Il y a plusieurs sujets dans cette histoire. Il y a le sujet de la précarisation du travail, il y a le sujet de la sécurité, il y a le sujet aussi de l'emploi, mais je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Oui. Je pense que moi personnellement je suis contre ce type de boulot, parce que pour moi c'est pas un boulot, et il faut voir les statuts réels, les protections, c'est un petit job, et on peut pas se projeter dans ce genre de choses. En revanche, c'est pas quelque chose qui est arrivé avec Macron, ça existait déjà un peu, ça se développe certes parce que on est dans cette société libérale où il faut libéraliser le travail, et moi je pense qu'on a tort d'aller dans ce sens. Il faut créer des vrais métiers, mais créer Macron, quand même. Mais justement, non mais avec les autocars, les bus, etc. Justement, mais il faut des règles et un cadre. Vous avez la mémoire courte. Non, il faut des règles, un cadre. On peut être livreur de repas ou de autre chose. On est bien content des fois de recevoir une livraison d'un colis ou d'un repas. Maintenant, il faut que ça soit dans un cadre avec une sécurité des personnes qui livrent, une formation avec un statut réel. Voilà, c'est ça. Demain, tu veux devenir chauffeur Uber, tu peux le devenir. Non, il y a des formations. Il faudrait qu'il y ait des formations et que la sécurité soit la priorité avant de donner. Tu choisis tes applications avec lesquelles tu travailles et puis voilà. Oui, mais il y a une formation au préalable. Oui, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est effarant la situation. Si on a des VTC qui nous écoutent. Appelez-nous 01 40 33 9000. Les Français veulent savoir, Dounia. N'est-ce pas? Alors c'est vrai que moi en tant qu'automobiliste, je vois beaucoup d'Uber, et je vais évoquer un sujet qui n'a complètement rien à voir presque, les trottinettes aussi sur Paris. Les trottinettes électriques que la ville de Paris met à disposition des Parisiens. Sincèrement, en tant qu'automobiliste, ça sort de partout, ça déboule de partout, nos limites. C'est un peu l'anarchie. Mais je pense que ce cas n'est pas isolé, sincèrement. Je pense que là, on a évoqué l'histoire de ce malheureux jeune homme, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de cas. Et il faut un cadre. Il faut un cadre. On a l'impression que c'est un peu l'anarchie, que rien n'est cadré. Et voilà, il faut un cadre.
Eh bien pour finir ce zapping, dans un instant, la question existentielle. Éric Zemmour, qui vient d'être condamné définitivement, est-il raciste? Réponse d'un meilleur ami à lui, Éric Nolot, à suivre sur France Maghreb 2. Et parfois, pour se sentir bien, il suffit de rien, et vous verrez, nous sommes justement ce petit pas grand chose qu'il vous fallait pour vous sentir bien. Vous avez choisi la bonne radio, France Maghreb 2, la bonne émission, le LGF. Avec aujourd'hui, pour nous accompagner, Dounia Tebaoui, infirmière cadre. Au moins si on a un souci de santé, elle est là pour nous soigner. Les petits bobos. De Dieu Nord excellent, pourquoi pas. Les grands bobos aussi. De Dieu Abdeslamitache qui commence à prendre de l'âge. Voilà. Merci. Alors, pour finir notre zapping, nous serons en direct pour dans un instant avec la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Il y a beaucoup trop de verts dans cette émission, je trouve. Hein. Ouais. Il va falloir qu'on nettoie un petit peu. Elle sera là avec nous, Sandra Rigol, pour parler de la PMA, ce sujet qui s'invite à l'Assemblée nationale dès aujourd'hui. Mais pour l'heure, on termine notre zapping avant les infos zappées. Éric Zemmour est-il raciste? Réponse de Nolo chez nos confrères de CNews au micro de Morandini. Non. Écoutez, c'est quelqu'un que je fréquente depuis 15 ans, il n'est pas raciste. En revanche, parfois ses propos sont jugés. Mais ça, c'est l'affaire de la justice. Il a une manière de présenter les choses qui parfois tombent sous le coup de la loi. Mais pour le fréquenter intimement depuis condamné, ce n'est pas un raciste, là je peux le dire vraiment sans tortiller. Mais pourquoi il a des propos qui parfois peuvent sembler racistes alors? Parce que je pense que malheureusement, j'en ai déjà discuté avec lui, sa pensée qui se développe de manière beaucoup plus subtile et à mon avis plus intéressante dans ses livres, il l'a réduit de telle manière à la télévision que ça tombe sous le coup de la loi. Ce qu'il avait fait chez Ardisson, là, en disant la plupart des dealers sont noirs et arabes, écoutez, la phrase, elle demande un complément. Pourquoi? Moi, je fais beaucoup de visites en prison, j'anime des ateliers d'écriture, etc. Pourquoi, en effet, les populations d'origine immigrée sont surreprésentées? Il y a des raisons. Il n'y a pas un gène de la délinquance. Le problème, c'est que Zemmour, il s'arrête à, il y a beaucoup d'arabes en prison. Voilà. Mais pourtant, il est intelligent. Il est très intelligent. Il est bon à l'oral en plus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une forme de provocation? Alors, si vous me dites qu'au fond, il n'est pas raciste, est-ce qu'il n'y a pas de la provocation chez lui? Non, il y a une manière provocante de présenter les choses. Oui, ça oui. Mais je pense qu'il a jugé que faire progresser ses idées passait par une forme de provocation. Mais on peut être provoquant en restant dans les limites de la loi. Là, apparemment, ça n'a pas été le cas puisque ça a été confirmé. Exactement. Il y a un moment où vous vous êtes demandé si vous alliez rester pote avec lui, quand même, en l'entendant. Écoutez, franchement, je vous réponds sans embâche, je suis pote pour la vie. Avec Zemmour, c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien, mais avec qui j'ai des différends de plus en plus marqués. Voilà, ça fait partie des contradictions de la vie. Je crois que c'est assez fréquent dans la vie. Le problème, c'est souvent à moi qu'on demande de répondre de cette contradiction qui concerne des millions de personnes. Voilà pour Nolo, en tout cas, son ami pour la vie, son pote pour la vie, au moins c'est bien, il a su, voilà. Ouais. Hein. Mais si être intelligent, c'est dire ce qu'il dit, chapeau, tout le monde est intelligent. Après, il y a plusieurs formes d'intelligence. Moi, je suis quand même surpris parce que pour moi, c'est un identitaire fondamentaliste qui fait son beurre racontant des conneries en opposant les communautés. Et qui plus est, c'est quelqu'un à qui on donne souvent la parole justement sur les grands médias, dont public, qu'on paye en redevance. C'est la raison pour laquelle je n'ai pas de télé, sans faire de pub. Ah bon? Non, parce que aujourd'hui, ça va baisser l'année prochaine. On est pollué de théories, de philosophie. Il y a aussi des grands philosophes, ses amis. Taisez-vous, voilà. Et à un moment donné, moi je dis stop, ça suffit parce que ce type, grâce à la télé, il vend ses livres et des trucs que moi je trouve rien d'intelligent dans ses analyses. Voilà, pour moi, quand on tient des propos racistes, on peut être assimilé à quelqu'un qui est raciste parce que n'importe qui autre que Zemmour aurait eu le même propos, n'aurait pas eu autant d'audience, on l'aurait traité de raciste, de xénophobe, de tout ce qu'on veut. Donc Éric Zemmour, lui, c'est vraiment l'euphémisme du racisme caché derrière vraiment un projet identitaire fondamentaliste. Abdeslamitache, Dounia Tebaoui et Dionor Excellent sont avec nous pour quelques infos zappées. Vous pouvez vous y arrêter pour les commenter si vous le souhaitez. Tiens, direction l'Algérie, atteinte à l'autorité de l'armée. Complot contre l'autorité de l'État. Ce sont les chefs d'inculpation retenus contre Saïd Bouteflika, frère de l'ancien président Bouteflika, et ainsi que plusieurs figures de l'ancien régime dont le procès s'est ouvert hier. Pas de commentaires? Non, on laisse faire la justice. Les Émirats Arabes Unis, la construction d'une synagogue, d'une église et d'une mosquée réunies dans un même espace, une initiative inédite dans le monde musulman. Vous saluez? D'accord, ok, bon, très bien. Le Premier ministre sortant Netanyahou et son principal rival Benny Gantz se sont entendus hier soir pour discuter de la formation d'un éventuel gouvernement d'union après des législatives qui n'ont pas réussi à les départager, rappelons-le.
Moi, je pense qu'il devrait mettre une règle à partir d'un moment où les gens n'arrivent pas à créer des coalitions, des trucs, et ben ils peuvent plus se représenter. Je sais pas moi, pour faire émerger d'autres forces et d'autres personnes. Et puis Netanyahou, c'est ils veulent garder leur siège, ils veulent rester au chaud. Oui, bien sûr. Mais c'est la combine. Justement. Bibi veut sauver sa peau surtout. Ben oui, ça marche pas quoi. Il faut changer. Bibi, il faut faire autre chose quoi. Autre chose, de l'avis de la plupart des observateurs sérieux de la scène politique tunisienne, aucun parti ni de liste indépendante devrait être en capacité d'obtenir plus de 35 sièges aux prochaines élections législatives qui se dérouleront le 6 octobre prochain, soit en équivalent à 300 000 voix. Ce pays risque de devenir vraiment très compliqué à gouverner. Hein. Voilà, a priori on s'inquiète quand même, un peu. Pas vous a priori. Écoute, non, mais pas vous avez le droit. Hein. Non, moi je reste optimiste et j'ai jamais été pour l'attribution de tous les pouvoirs à une seule personne ou à un seul parti. C'est bien qu'il y ait justement que ce soit équilibré dans l'Assemblée et que ça fasse consensus. Voilà. Bon, je sais pas si ça fera consensus, mais en tout cas Greta Thunberg, la jeune militante dont on parle beaucoup, suédoise, a donc porté plainte avec 15 autres jeunes. Une démarche inédite devant le comité des droits de l'enfant de l'ONU, plainte contre 5 pays, l'Argentine, le Brésil, la Turquie, mais aussi l'Allemagne et la France pour leur inaction climatique, une action qui fait tâche à l'Assemblée nationale des Nations Unies. Et après un sommet sur l'urgence climatique qui s'est tenu hier, je le rappelle, à New York, en présence des plus grands dirigeants sauf Donald Trump, le président français présent à New York a réagi ce matin, estimant qu'il n'était pas sûr que cette plainte soit la plus efficace. Il avait appelé les jeunes à se mobiliser contre le réchauffement climatique. Est-ce qu'elle en fait trop, la Greta ? Moi je trouve, j'ai un petit avis, je trouve que quand j'ai réagi tout à l'heure sur les réseaux sociaux, sur le mur d'un compère, et il y a tout le monde qui m'a sauté dessus, d'ailleurs je répondrai en rentrant. Mon avis sur cette jeune fille, c'est que en fait sa place elle est à l'école. Elle peut avoir un avis sur la question. Sa place est à l'école. Sa place est à l'école. Après, je sais pas qui c'est qui est derrière elle, parce que il y a la symbolique, elle est jeune, elle fait pleurer dans les chaumières, sortez les mouchoirs, c'est théâtral, faut voir ses interventions. Son discours, je le remets pas en cause, je suis d'accord avec le fond de ce qu'elle dit, mais sa place est à l'école, quoi. Enfin, je veux dire, je sais pas ce que vous en pensez vous, mais après sa place à l'école, non. Qui est devant elle, oui, ou derrière elle, il y a des gens qui poussent ou qui tirent, mais sa place est aussi dans la société dans laquelle elle vit. Elle peut être à l'école, comme elle peut aussi porter ses sujets, mais elle est écoutée. Aujourd'hui, on est dans une société, on a besoin de symboles. Moi, je trouve que c'est de la com, parce qu'en termes de temps, si tu suis toutes ces interventions, mais on en parle. Elle n'est jamais à l'école. En fait, elle n'est jamais à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à l'école ? Des fois, on n'apprend pas plus de choses à l'école. Ouais. Après, ça dépend de son projet. Ça se trouve, elle n'a pas envie d'aller à l'école et c'est le faire. Déjà, elle a trouvé. En tout cas, elle sait ce qu'elle veut faire. Elle n'a pas besoin d'aller à l'école, c'est sûr. Non, mais attends. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, moi, c'est la symbolique. En fait, j'ai l'impression qu'elle est manipulée. Parce qu'elle est jeune, parce qu'elle a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que les sujets qu'elle porte sont légitimes ou sont nécessaires ? Est-ce que les pays visés d'ailleurs sont bien choisis ? Parce que bon, voilà. Des grands followers. Ils ont fait quand même pas mal de choses. Oui, mais bon, je comprends pas. C'est pas le meilleur élève, mais c'est pas le pire non plus. Voilà. C'est pas la Chine, c'est pas les États-Unis. Voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Bon, allez, on enchaîne. Merci à tous en tout cas d'être restés fidèlement branchés France Maghreb 2. On va parler d'un autre sujet, s'il vous plaît. On va parler d'un autre sujet, le projet de loi bioéthique qui arrive aujourd'hui à l'Assemblée nationale après les travaux de la commission spéciale. Le débat s'annonce houleux, tout particulièrement sur sa mesure la plus emblématique, l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Les opposants à cette réforme citent souvent comme argument les risques pour le développement de l'enfant né d'une PMA sans père. Mais pour Loana Picarboni, une jeune femme de 22 ans conçue par PMA par un couple de femmes homosexuelles grâce à un don de sperme, cela ne pose aucun problème aujourd'hui. Elle vit à Londres. Je propose d'écouter son témoignage avant d'en parler dans un instant avec la porte-parole d'Europe Écologie des Verts, qui est avec nous. Je sais pas, j'ai jamais ressenti un manque de pas avoir de père. J'ai mes 2 parents, du coup, je sais pas si j'ai besoin d'un père pour avoir l'amour de 2 parents, quoi. J'ai toujours pensé qu'elles se partageaient les rôles. Après, il y a toujours un des parents qui est mieux sur quelque chose que l'autre, mais elles ont toujours toutes les 2 été présentes autant. Quand j'étais à l'école primaire, par exemple, Carla Marie-Laure, elles allaient toujours dire aux profs, à la directrice, tout ça, qu'elles étaient 2 mères. Du coup, les profs n'avaient pas besoin de poser des questions après. Tous les élèves, ils comprenaient, quoi. Au début, ils étaient curieux, ils se demandaient comment ça se faisait. Ensuite,
Du coup, ils posaient des questions et je leur disais que bah oui, c'était mes deux mamans. Et après, je sais pas, ils acceptaient quoi. Je me suis jamais sentie très différente des autres, même si ma famille était différente. Je dirais que ça m'a appris à être plus ouverte aux gens, de pas juger sans savoir. Voilà, c'était Loana Pecardeboni, des témoignages donc. Elle vit à Londres et elle se porte plutôt bien. Madame Sandra Rigol, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Bienvenue sur France Maghreb 2 dans l'émission Le Grand Forum. À mes côtés, Abdeslam Itache, Dounia Tebaoui et Dionor Excellent pour débattre ensemble. Votre première réaction à ce débat qui s'ouvre aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la PMA entre autres? Ma première réaction, c'est que en fait, c'est surtout un débat qui concerne des questions d'égalité des droits et qu'on en fait un débat quasi éthique, là où juste l'accès aux droits des personnes à la procréation médicalement assistée qui est utilisée en France depuis plus de 20 ans devrait juste être accessible à absolument tout le monde sans critères de sexe ou de mode de vie. Or, c'est ce que cautionne la loi française jusqu'à présent. C'est quelque chose qui n'a pas de sens, juridiquement parlant, c'est quelque chose qui n'a pas de sens quand on parle d'égalité. Et moi, j'aime beaucoup le témoignage qu'on vient d'écouter et du côté des écologistes, en tout cas, on se pose beaucoup la question des enfants, de comment faire en sorte que ces enfants aient le droit de dire voilà, ce sont mes parents, mes deux mères, ce sont mes parents. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est compliqué à faire valider. On aimerait juste que ces enfants aient le droit de ne pas avoir à se sentir pas comme les autres quand ils ont deux parents. Mais Sandra rigole, pardon, mais il y a quand même une valeur très importante dans ce débat qui s'y invite. De facto, c'est le sens de la famille. Alors, avoir des parents, c'est avoir une famille. Je crois que les familles aujourd'hui sont très diverses. Il y a beaucoup de familles monoparentales, il y a des familles avec des parents de même sexe, il y a des familles avec deux parents de deux sexes différents, et que ce qui compte, en fait, c'est qu'il y ait des parents qui aiment leurs enfants, les élèves dans l'amour, et que ça devrait peut-être passer un peu avant des questions de normes sur ce que sont les familles. Est-ce que vous comprenez quand même que le gouvernement s'attache justement à essayer de faire appliquer des règles sur un sujet qui est quand même assez particulier, assez complexe? Oui, c'est normal. Et puis, on a besoin de règles. Là, en l'occurrence, il y avait une loi qui ne donnait pas l'égalité, vous savez, cette fameuse égalité qui est inscrite au frontispice des mairies, à des personnes sur leur orientation sexuelle, donc ou leur vie. Et bien, ça, c'est pas très normal. En France, on a encore plein de sujets sur lesquels les droits civiques, les droits sociaux ne sont pas respectés, ne sont pas les mêmes pour différentes catégories de personnes. Je pourrais vous citer plein d'autres exemples. Là, il se trouve qu'il y a un cas sur lequel on va réussir à insérer un petit peu d'égalité dans nos modes de vie. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc Europe Écologie Les Verts salue le geste du gouvernement. Oui, on salue ce geste. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être fait par ce gouvernement ou par d'autres. Encore une fois, c'est une question d'égalité face aux droits. Et pour une fois qu'on peut dire que ce gouvernement avance sur un dossier, même s'il y a toujours des choses qui restent un petit peu en suspens sur cette loi et qu'on aimerait voir avancer mieux, et ben c'est quand même une très bonne chose. Ça fait du bien de voir des choses. Madame la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, Sandra Rigol, je vais juste prendre l'avis avec vous, si vous le voulez bien, de nos chroniqueurs ici présents. Qui veut prendre la parole sur le sujet? Avec plaisir. Moi, j'aimerais prendre la parole. Oui, Dionor Excellent. Bonjour à vous. Alors, bonjour. Bien sûr, c'est un débat qui est nécessaire. Là, c'est un débat. Il y a une loi qui existe aujourd'hui. La PMA, comme vous l'avez rappelé, c'est pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, il y a eu des fécondations in vitro. Il y a eu des personnes qui ont pu naître par le biais de, notamment, un couple qui ne peut pas avoir d'enfants. Il y a beaucoup de choses qui sont bénéfiques. Après, il y a deux choses sur lesquelles moi je voudrais revenir. Je trouve que c'est pas très honnête de la part des personnes qui prennent comme argument d'autorité l'exemple de cette jeune fille. Parce que si on veut être honnête, il faudrait aussi faire témoigner des enfants aussi qui ne se sentent pas bien dans cette situation. On peut pas laisser témoigner une personne et dire oui, c'est touchant. Bien sûr que c'est touchant. Elle est là, cette personne, elle existe et elle a les mêmes droits que chacun d'entre nous ici autour de qui échangeons là. Mais on peut pas utiliser ça comme argument d'autorité. Premièrement, je trouve ça pas très, comment dire, objectif. Deuxièmement, je pense que
on vit quand même dans une société où on peut pas, la société certes évolue, mais on est sur des sujets bioéthiques, on est sur des sujets de valeurs, on n'a pas tous les mêmes valeurs face à certains ces sujets, et je pense qu'il est bon aussi de tenir compte aussi de tous les points de vue, parce que on peut avoir une loi aujourd'hui qui peut évoluer, et la loi est amenée à évoluer parce que notre société évolue, mais on peut pas être sur une logique purement dogmatique ou idéologique en termes d'égalité. C'est pas un problème d'égalité de droit dans certains cas, parce que pour des hommes trans par exemple, qui demandent aussi de pouvoir bénéficier soit de la GPA ou soit d'une possibilité d'avoir une PMA, moi je trouve que ça nécessite quand même la réflexion. C'est un sujet qui est très sensible aussi, qu'il faut pas non plus porter comme on l'a porté, comme il a été porté notamment sur la question du mariage pour tous, parce que ce sont des sujets qui peuvent diviser justement notre société, alors que on devrait pouvoir parler de tout et légiférer de tout. Donc voilà, moi je pense qu'il faut être attentif sur ces deux aspects que je viens d'évoquer. Sandra Rigol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, sur les réserves énoncées par Dionor Excellent. Alors, j'ai envie de vous répondre que si certains enfants nés par PMA vont mal, c'est parce que la société leur dit que ce n'est pas normal d'avoir une famille comme la leur. Et j'ai envie de vous répondre aussi que des enfants qui vont pas bien, qui sont maltraités, qui sont abandonnés, il y en a malheureusement vraiment beaucoup trop dans des couples hétérosexuels. Donc, l'un dans l'autre, je le redis encore une fois, ce qui m'emporte, c'est que des enfants qui sont conçus dans l'amour, soient élevés dans l'amour aussi, et qu'ils apprennent les valeurs de partage, de respect. Et ces valeurs de respect, c'est ce qui fonde la liberté, justement. C'est quand on dit qu'on a le droit d'avoir des libertés et qu'on doit respecter les libertés des autres, alors on accepte les familles au sens traditionnel, les familles recomposées, les familles quelle qu'elle soit, à partir du moment où chacun est capable de respecter dans le cadre du droit la liberté de l'autre, eh bien on a une société qui va bien. Et moi j'ai envie d'une société qui va bien, d'une société des droits et des libertés des personnes et du collectif, et c'est pour ça que je suis très heureuse de soutenir le fait que des familles soient enfin reconnues dans leur statut de famille par l'ensemble de la société. Est-ce qu'on peut parler des gens qui se sentent froissés quand même par cela, et notamment, j'allais dire, sur la sphère religieuse, et là on va pas y mettre une religion en particulier, parce que toutes les religions en tout cas y émettent des réserves. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre, ceux qui effectivement voient les choses d'une autre manière? Le corps ne nous appartient pas mais appartient à Dieu. Alors, chacune est libre d'apprécier ou non cette loi. Moi, je prends un regard qui est celui du droit, en tout cas de l'égalité. Et donc, dans ce cadre-là, je conçois, et je trouve ça bien même, que tout le monde ne partage pas le même avis. Mais pour autant, une société des libertés, c'est une société dans laquelle on a le droit de pratiquer son culte, de croire en des choses, et en même temps, on a aussi le devoir de tolérer que d'autres personnes croient en d'autres cultes et que d'autres personnes aient d'autres valeurs dans leur vie. Et que tout ça, ça fait société. C'est ce qui fait la richesse, la diversité d'une société. Donc je comprends qu'au nom de valeurs religieuses, des personnes ne soient pas d'accord. En revanche, je ne comprends pas qu'elles se sentent offensées. Parce que c'est pas offensant que des gens demandent le droit d'être respectés et d'être heureux. Abdeslam Itache. Alors, je suis content d'entendre Sandra Rigol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, se macroniser, la preuve qu'elle est sur le chemin de la rédemption. C'est une bonne chose. Moi, je voulais juste... le petit tac, là, au passage, là. Non, mais là, tu viens de l'offenser, là. Non, c'est pas beau. Tu viens de l'offenser. Sandra, je vous autorise à lui adresser un carton rouge. Non, mais moi, je suis pas trop... Vous voyez, nous, on prône la non-violence. Donc, si des gens font des mauvaises blagues, ils ont aussi le droit d'avoir un mauvais humour. C'est pas grave. Oh là là. Magnifique. Non, mais revers de médaille. Juste pour vous rappeler que Louise Brown, premier bébé éprouvette, avait fêté ses 40 ans l'année dernière, et que en fait c'est un faux débat, puisque la FIVET, la fécondation in vitro, existe depuis tout ce temps-là. Et naturellement, il n'a jamais été question de s'opposer à ce que deux femmes vivent ensemble, et que naturellement, je vous dirais sur un aspect biologique, on aura toujours besoin d'un homme et d'une femme. Et ben, il y a forcément un don de sperme justement pour une fécondation. Donc on pourra utiliser tous les principes d'égalité ou autre, on aura toujours besoin d'un homme et d'une femme. Et moi je persiste sur l'idée. Alors je mets un bémol à ce que je dis.
il y a beaucoup de Lui-même, familles. il se met des bémols tout seul. Mais bien sûr, il y a des familles monoparentales, il y a des familles où il n'y a pas de père. Vous avez raison. Bah oui, il y en a beaucoup, et hein. ces enfants ne sont pas moins malheureux. Moi, ce que je veux juste dire il faut surtout pas toucher aux digues de l'éthique et accepter l'idée que une famille, c'est un père et une mère. Voilà, je vous ai passé l'expression et même si elle n'était pas de moi, je partage cette idée qu'une famille, c'est un père et une mère. Oui, mais une famille, et pour les gamins qui n'ont pas de mère et qui n'ont pas de père, c'est aussi une famille aussi. Alors, aussi une famille. Sandra rigole sur les réserves portées par Abdeslam Itache. Effectivement, il nous apprend rien. Hein. Pour que ça se passe, il faut une femme et un homme pour concevoir un enfant, j'ai envie de dire. En tout cas, il faut leur gamète pour concevoir un enfant, puisque vous preniez tout à l'heure l'exemple de la fécondation in vitro où aucun des deux corps n'est directement concerné. Mais en fait, il y a plein de cas de familles qui existent, que ce soit pour des raisons douloureuses, la mort de parents, que ce soit parce que des gens font des enfants sans en vouloir et les abandonnent à la naissance sans laisser la moindre chance à ces enfants de pouvoir retrouver qui sont leurs géniteurs biologiques. Il y a des enfants qui grandissent avec des parents qui les ont adoptés, il y a des parents qui grandissent dans la famille, les oncles, les tantes, les grands-parents. En fait, des cas de famille, il y en a de multiples et on connaît ça depuis des dizaines, voire des centaines d'années. Oui. En fait, la famille, comme on la conçoit, n'a pas toujours été la famille telle qu'elle était conçue. Il y a plein de pays où une famille, c'est pas un père et une mère, c'est l'ensemble des frères et sœurs, leurs conjoints, conjointes, les parents, etc., etc. Il y a de multiples conceptions de la famille. Eh bien, accepter qu'il puisse y avoir de multiples conceptions de la famille, l'intégrer dans le droit, c'est donner le droit à ses enfants. Encore une fois, vraiment mon intérêt, c'est donner le droit à des enfants d'avoir une existence dans la société. Parce que quand on commence à réfléchir à la qualité de vie qu'on donne aux personnes, à la façon dont on les respecte, et pas seulement comment on les intègre, mais vraiment comment est-ce qu'on les respecte, eh bien on sort de l'unique logique de normes qui permet justement de faire coexister des gens qui ont des opinions, des modes de vie différents, et faire en sorte que cette différence, ce ne soit pas un point d'affrontement, mais un point de rencontre. Très et bien. C'est exactement ce que disait la jeune fille tout à l'heure dans votre extrait. Sandra Rigol, porte-parole d'Europe Écologie Les Verts, juste le temps d'apprécier les toutes dernières remarques signées Donia Tebaoui, cadre infirmière. Alors ma remarque, non, j'ai pas une remarque. On pourrait en parler sur le plan humain, sur le plan médical, sur le plan religieux. Il y aurait beaucoup à dire. Seulement, moi, je dirais juste que je ne suis pas quelqu'un qui émettrait d'opposition contre les droits d'une catégorie de personnes. À partir du moment où il y a une liberté qui est accordée, eh bien, pourquoi pas et voilà. Merci. Je peux ajouter un tout petit dernier mot. Oui, je vous en prie. Vous avez fait référence par 2 fois aux faits religieux. Oui. Moi, j'ai envie de vous rappeler aussi que les religions, ce sont des outils qui servent à donner corps au vivre ensemble et qui donnent corps à tout ça dans des logiques d'immanence et d'amour et de partage. Et que justement, au nom des religions, on doit être en capacité de comprendre qu'il y a des différences et que ces différences sont très belles à accepter. C'est le fondement de toutes les religions qui existent sur Terre. En tout cas, vous soutenez donc ce débat et les efforts faits par le gouvernement dans le cadre de cette loi bioéthique. Pour une fois. Pour une fois. Bravo. C'est peut-être pas la dernière, Sandra Rigol. Il reste 2 ans encore à la Il y a un Macronie commencement pour à vous. toute chose. Voilà. Merci beaucoup, Sandra Rigol. Je rappelle, vous êtes porte-parole d'Europe Écologie Les Verts. Vous avez répondu à nos questions justement sur ce sujet de la PMA. Merci beaucoup. À très bientôt, Madame la porte-parole. À très bientôt. Au revoir. Bon, et bien voilà, on arrive à mettre des gens d'accord finalement. Hein, elle disait je suis pour une société qui va bien, ouais. Ça tombe bien à nous aussi. Bah, ça tombe bien, moi je suis pour un quiz qui va bien. Allez. Et je suis pour un gagnant à désigner dans un par instant. contre, avant Quoi, le quiz, moi j'aimerais bien dire une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Depuis que je Là, fais il y a ce une tentative quiz, de déstabilisation. non, sincèrement, je n'ai jamais eu un point. Bah excuse-nous, mais c'est pas de ma faute. Donc il y a une demande. Ne regarde pas comme ça. Il n'y a aucune question de domaine sanitaire, social ou médical. Il n'y a rien de rien. C'est que du sport ou de la politique. C'est que ça. Bon. Donc j'aimerais bien. C'est bon, ça y est. T'as fait ton petit quart d'heure. C'est bon. Pleurnicherie. Ouais, c'est bon. Allez, à tout de suite sur France Maghreb 2. Abdeslam, il est là, il est chaud patate. On peut aussi s'en aller, laisser Abdeslam. Non. Abdeslam, il est Il lui chaud là. faut des adversaires. À tout de suite sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. France Maghreb 2.
17h57, merci d'être avec nous. Vous rentrez peut-être du travail, vous avez envie de vous divertir et d'apprendre en même temps. Eh bien ça tombe bien, c'est le moment dans cette émission de départager nos chroniqueurs. Aujourd'hui, Dounia Tebaoui, infirmière cadre, Abdeslam Itache, dont le palmarès reste absolument incroyable. Monsieur Dionor, excellent. Et Abdeslam Itache, rappelle-nous, alors tu savais ce qu'il a fait hors antenne? Il a affiché son palmarès. Hein, pour déstabiliser. Il a voulu nous déstabiliser, voilà. ouais. On rappelle ton palmarès, Abdeslam? 5 quiz, 5 victoires et 20 bonnes réponses. Qui fait une moyenne de 4 bonnes réponses sur 5. Quelle statistique. Voilà. Vous annoncez la Vous avez couleur. compris les gars. Bon, il a tout donné. C'est parti. Je rappelle la règle très importante. On ne répond pas avant la fin de ma question. On est clair? Attention. On y va, je vous souhaite bonne chance. Le champion en titre quand même. Première question, on est en 1894. Début d'une célèbre affaire. On découvre ainsi à l'ambassade d'Allemagne. L'affaire Dreyfus. Non, mais il n'a pas fini. il a Moi, pas de l'affaire Dreyfus. Non, mais il faut finir la question. Exactement. Mais non. Abdeslam Itache, je te retire le point. Parce que j'avais Dreyfus. Je te retire le point, Abdeslam. Tu m'as pas laissé finir ma question. Pour le coup, j'avais. Attention, Abdeslam. Bon, c'est pas grave. On mais non, mais c'est grave. Mais oui. Allez, on va au bout de la question. Oui, donc je disais l'ambassade d'Allemagne, un bordereau écrit par un officier français. De quelle affaire s'agit-il? Bah oui, mais voilà. Bah oui, ça y est, j'ai répondu. On l'avait tous. Bah oui, mais voilà. Donc Abdeslam, attention, c'est comme ça que tu peux perdre. Bon. J'ai envie de dire. C'est à cause de cette nouvelle règle. Ça fait 0 pour tout le monde. Voilà. Deuxième question. 8 chirurgiens effectuent la greffe d'un membre en 1998. Lequel? La main. Exactement. Ah ouais. Tu peux enlever le casque. La main, effectivement, il s'agissait donc c'est une première mondiale, 8 chirurgiens qui avaient greffé une main à un Est-ce que amputé. tu avais fini la question? Oui, j'avais fini la question. Arrête. J'avais fini la question. Premier point marqué par Abdeslam Itache. Par contre, t'es pas obligé de crier comme ça, tu sais qu'on t'entend, il y a un micro, tout va bien. Troisième question, on y va. On est en 2000. Les Français approuvent un changement en matière pour la présidentielle par référendum. Lequel? Le quinquennat. Le quinquennat est une deuxième bonne réponse. Moi, je suis à côté de lui. Ouais, déjà, là, il n'a pas fini la question. Non, j'ai fini. Non, j'ai fini. Il y a un truc à gagner à la fin ou pas? J'ai fini la question. Est-ce qu'il y a un truc à gagner? Il y a une coupe. Il y a une coupe. Il y a une coupe, évidemment. On va changer la règle, on peut répondre avant la fin de la question. C'est mieux parce que. Allez, 2 points pour Abdeslam Itache. Attention. 4e question. Je cherche cette fois-ci un réalisateur, aussi scénariste, producteur de cinéma espagnol, né en 49. Almodovar. Pedro Almodovar, avec Talon Aiguille, avec qu'est-ce qu'il y a d'autre, Femme au bord de la crise, des nerfs, qu'est-ce qu'il y a, Tout sur ma femme, etc. Pedro Almodovar est une très bonne réponse à Abdeslam Itache. Bon, réagissez là. Mais non, mais il a pas fini la question. Mais si, j'ai fini la question, arrêtez. Mais si, il a fini la question. 3-0 pour Abdeslam Itache. 5e question. On se dépêche parce qu'on est en retard. tu vas voir, on va répondre. Je cherche une femme de lettres française, auteure de Bonjour Tristesse. Françoise Sagan. Françoise Sagan. Je n'ai pas été au bout de ma question. Si. Ouais, mais ah bah si. Non. T'as dit bah si. Une auteure française. Bonjour Tristesse. Un certain sourire, morte en 2004. C'était ça ma question. Oui, bah François Sagan. Ah bah oui, mais je te l'accorde pas. Eh bah oui. Bon, c'est comme ça. Bah oui, c'est comme ça. Parce qu'il faut vraiment atteindre la fin de la question. Allez. Bonjour Tristesse, François Sagan. Bah oui, non mais voilà, mais écoute, ça te fait toujours 3-0. Peut-être l'occasion de marquer un 4e point ou peut-être à Dounia. En fait, il a joué à question pour un champion. T'as jamais gagné question pour un champion? Bah je passe ma vie devant les quiz. Ah bah oui, ça c'est ça. 6e et dernière question. Puis sur champignon. Quel cycliste français met fin à sa carrière en 2004? Terminons d'ailleurs. Virenque. Richard Virenque. Yes. Eh oui. Yes. Voilà, Richard Virenque, we are the champion de sa Il a créé des boissons énergisantes. Ça fait combien là? Bah 4. 4-0. Donc j'ai la bonne moyenne. Et en plus on lui a enlevé 2 points. Il aurait pu faire. Ah oui, d'accord. Ouais. Bon, Dionor, il va falloir revoir. Hein. Ah oui, là c'est clair. Ah oui, là. Dounia, c'est pas pour aujourd'hui encore le premier mais point. j'avais des réponses, hein. Franchement, c'est juste que voilà. Oui, mais voilà. Il faut savoir les donner. Il est très bon. Il est excellent. Bon, il est excellent. Champion. On salue. 4-0. Encore une belle victoire à la parisienne. Merci à Abdeslam de représenter aussi bien le Qatar et le PSG. Merci à tous les trois en tout cas, ce fut un plaisir. Merci. Il y a du beau monde qui va passer par le studio. Je vous en annonce quelques-uns. Alexandre Langlois qui est policier, grande gueule policier, qui sera face à Osinras et Yasser Louati. Ça c'est jeudi.
Et la sénatrice de Paris, Esther Benbassa, sera notre invitée ce vendredi aux côtés de Tarek Mami, de Farid Tabsamani et de Audrey Pronosti. Ça promet. Et demain, on va également parler de violences policières pour entamer ce sujet qui va durer une petite semaine. Violences policières entre incivilité ou réalité, c'est la question qu'on se posera durant une vingtaine de minutes. Et puis demain on parlera BD avec une invitée aussi. Voilà, à découvrir, ça se passe évidemment dans le Grand Forum. Je vous souhaite une excellente soirée à tous. Merci Dionor, à très vite. Merci beaucoup Christophe et à très vite. Merci Madounia. Merci, à bientôt. Merci mon Abdeslamitage. Merci à toi. Et on repasse pour la prochaine victoire, la semaine prochaine. Volontiers, avec plaisir. Il est 18h et dans un instant l'excellent Medjed qui lui aussi a des choses à vous faire gagner. Maître Galibert sort de ce corps. Il arrive dans un instant juste après les infos, le rappel de l'actualité. Bonsoir. Bonsoir, c'est une chance pour la société. Agnès Buzyn a défendu cet après-midi à l'Assemblée la loi bioéthique et sa mesure phare, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. La ministre de la Santé ajoute que la voix de la France est écoutée sur ces questions. Les débats devraient durer jusqu'au 15 octobre. 12 300 personnes dans les rues de Paris cet après-midi pour manifester à l'appel de la CGT contre la réforme des retraites. Comptage du cabinet Occurrence. Par ailleurs, Sudrail, le 3e syndicat de la SNCF, s'est joint à l'appel à la grève reconductible à partir du 5 décembre à la RATP. FO Transport, 3e syndicat chez les routiers, appelle également à une grève illimitée à partir du 5 décembre. L'Iran est le parrain du terrorisme mondial, déclaration de Donald Trump à l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président américain explique que les sanctions ne seront pas levées contre Téhéran tant que le régime se comportera de manière agressive. Emmanuel Macron, qui a rencontré le président Rouhani, reconnaît que les voies de passage sont très ténues. Je ne suis pas d'accord, mais je respecterai la décision de la Cour suprême. Réaction depuis New York de Boris Johnson après l'annulation par la Cour de la suspension du Parlement. Une suspension qualifiée à l'unanimité d'illégale par les juges. La Chambre des communes se réunira dès demain matin. On va remarcher sur la Lune en 2024, c'est la NASA qui le dit. L'agence spatiale américaine a signé un contrat avec Lockheed pour construire des capsules qui transporteront les astronautes vers la Lune. Le premier vol d'essai habité est prévu en 2022. Enfin, les titres de transport dématérialisés arrivent demain sur 3 millions de téléphones. Le Pass Navigo sur smartphone sera disponible à condition d'avoir un Samsung et d'être abonné chez Orange. Il faudra charger les titres de transport via une application et valider son passage avec le téléphone. Bonne fin de journée à tous. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2.